24 ans après le premier opus, qui avait quand même remporté 5 Oscars, Gladiator a donc droit à sa suite et elle est réalisée par Ridley Scott himself, 84 ans. Au menu, la vengeance d'un jeune homme soumis par l'armée romaine, vendu comme esclave et veuf éploré. Comme en 2001, on le retrouvera dans le Colisée, aux prises avec force bestiole sanguinaire et deux empereurs décadents et pas moins cruels. Au passage, on apprendra que ce jeune homme, Lucius, n'est autre que le fils de Maximus, auquel Russell Crowe avait prêté ses traits dans le premier Gladiator. Et c'est le jusqu'ici assez délicat acteur irlandais Paul Mescal qui a pris du muscle pour endosser ce rôle. Bande annonce. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. Ça parle bien cette bande-annonce, moi je trouve, hein. Gladiator 2 de Ridley Scott. On va commencer par un avis rapide de l'un et de l'autre. On commence avec vous, Adrien Denouette. Oh bah ça ressemble à une suite de Ridley Scott, c'est-à-dire d'un propre film de Ridley Scott, c'est-à-dire une espèce On reprend le travail là où on l'avait laissé. Alors on va surenchérir avec beaucoup de déférence, mais au final, on a du mal à retrouver la grâce du premier film. Raphaël Pirer. Oui, je dirais que plus qu'une suite, c'est presque un rejeton du film précédent. Il est question de filiation, de transmission. Et puis, il est question aussi de cette arène qui va rassembler toute la société. Et c'est un récit d'esclaves qui cherchent à devenir libres par la violence. Mais il me semble quand même que le peuple manque dans cette histoire de libération et dans cette histoire politique. Il manque dans le récit parce que Ridley Scott s'intéresse surtout aux grandes figures plutôt qu'aux gens d'en bas. Et puis, il manque aussi dans l'image parce que le numérique dévore tout. C'est-à-dire que le numérique montre le peuple. On a démultiplié le peuple par le numérique. Exactement. Alors, Adrien Desnouettes, surenchère, ça donne quoi? Eh ben, ça donne un film d'abord très attendu. Il faut quand même rappeler ce qu'est la suite de Gladiator, c'est-à-dire la suite d'un film qui en 2000 avait quand même relancé le genre tout entier du péplum. Qu'est-ce que ça veut dire relancer un genre? Ça veut dire que vous allez avoir des répercussions, des réponses, des répliques. Vous allez avoir vous allez avoir 300, des personnages qui se ressemblent. Et derrière, ça va créer une immense attente. Je place vraiment ma réception et mon ressenti à l'aune de cette attente. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire? Et je place aussi, évidemment, mes attentes aussi vers Ridley Scott. C'est-à-dire Ridley Scott, on le sait, c'est pas n'importe quel réalisateur. C'est pas juste un très bon faiseur qui a relancé Gladiator. C'est vraiment, peut-être, selon moi, on parle d'un réalisateur de 86 ans qui est dans le game depuis 45 ans. C'est un très très grand metteur en scène d'objets destinés à devenir des canons pop culturels. C'est-à-dire que c'est certes le réalisateur de Gladiator, mais c'est aussi le réalisateur d'Alien, par exemple, qui a donné beaucoup de suites, voire de Thelma et Louise, qu'on pourrait citer comme une très très grande référence de l'inversion des genres dans le cinéma hollywoodien. Et Dont donc on Ridley reparle Scott... beaucoup ces derniers temps. Thelma et Tout Louise, à fait. ça devient une espèce de figure du féminisme Ouais, importante carrément. Et donc, aujourd'hui. il a vraiment créé des icônes, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de cette iconographie? Qu'est-ce qu'on fait de ce mythe? Et forcé de constater qu'en fait, comme disait Raphaël, de manière, je me inscris totalement dans ce qu'elle dit, il y a un truc de filiation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va raconter, mais qu'est-ce qu'on va esthétiquement raconter? Dans quel canon on s'inscrit? Et moi, je trouve que c'est assez décevant, parce que le film manque vraiment beaucoup de charisme. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas Russell Crowe et Joaquin Phoenix par Paul Mescal, qui aurait fait 6 mois à Basic Fit. Vraiment, il y a un côté... non, mais la punchline est facile, mais une fois encore, on va en reparler. Denzel Washington vraiment sauve est très très important dans l'histoire. Mais là où le film quand même tire son épingle du jeu, je pense qu'on va arriver sur les nuances tout à l'heure, c'est qu'en fait il a cette ambition qu'avait déjà Gladiator d'être à la fois un pur produit de consommation, c'est-à-dire vraiment un grand spectacle, et de réfléchir à ce qu'était évidemment la place du spectacle de masse dans la vie démocratique. Vous savez cette fameuse phrase dans le premier, est-ce que vous êtes satisfait maintenant qu'on s'est tous dévorés, qu'on s'est tous détruits? Et ce qui est très très, moi je trouve que c'est assez... le film, on lui tombe dessus, vous savez, pour des questions de précision historique, pour des questions de fidélité à l'histoire de Rome. On s'en fout complètement, en vérité. Ce que fait Ridley Scott, c'est qu'en fait, il tend un miroir à ce qui est devenu l'industrie du grand spectacle. Et quand vous voyez ne serait-ce que la bande-annonce qu'on a entendue tout à l'heure, et que vous savez qu'il y a des rhinocéros, vous savez qu'il y a des gladiateurs, vous savez qu'il y a des requins sous l'eau en pleine ville, que vous savez qu'en fait, et je vous le dis, il y a une espèce de complexification de l'intrigue par quelque chose de plus politicien que dans le premier. En fait, vous vous rendez compte que Ridley Scott, ce qu'il vous dit, c'est que la pop culture, le spectacle de masse est
devenu à cette image-là, une espèce de grand buffet une espèce de grand buffet à volonté où, à l'ère des plateformes, tout est accessible. Et donc, vous avez cette espèce de Jurassic World avec des pachydermes. Vous avez ce sous la scène avec les requins dans la ville. Vous avez les intrigues politiciennes dans un monde décadent à la Game of Thrones. Et en fait, il vous dit, mais c'est ça que vous voulez. Et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec Raphaël quand elle dit que le peuple est absent. Le peuple est absent, mais en fait, il est moins absent que prévu. Il est là à titre de pouce. Vous savez, les pouces bleus, les pouces verts. Et il y a vraiment cette idée qu'on est rentré dans une ère, et il la portraiture très très bien cette ère, on est rentré dans une ère du buffet à volonté, du MMA. Et en fait, la figure du gladiateur qui a toujours été un Mohamed Ali qui, en fait, animé d'élan démocratique, vient sauver Rome de ses corrupteurs, ben là, vraiment, il y a quand même un gros parallèle qui est fait et qui est assumé avec ce qu'est devenu l'industrie du grand spectacle, une espèce de buffet à volonté flunch où les sushis côtoient le burger, et de toute façon, c'est ça que vous voulez. Mais alors, est-ce qu'on peut critiquer ça en le montrant? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut critiquer ce spectacle de masse en montrant typiquement un spectacle de masse, Raphaël Pirat? Oui, il y a cette mise en abîme sans arrêt dans le film de les empereurs demandent de la violence et se délectent du spectacle de la violence. Le peuple, on le voit mais vraiment de très loin, mais on sent qu'il apprécie effectivement. Mais cette mise en abîme, elle va pas tellement plus loin que ça, de nous dire vous vous délectez du fait que mes séquences de confrontation soient de plus en plus violentes, exactement comme ces empereurs totalement barbares et totalement sanguinaires. Ce que je trouve très gênant avec le film, c'est que il est assez ennuyeux, il faut le dire. On a toute une succession, Adrien en parlait très bien, de bêtes, d'animaux. Il ne s'agit pas de combats singuliers d'homme contre un homme, mais il y a des bêtes, il y a des singes anthropophages. C'est quand même assez particulier, cette séquence-là. Et donc, il s'agit d'être dans la surenchère de cette violence-là. Mais finalement, toutes ces séquences de combat, elles sont filmées exactement pareilles. Et c'est exactement le même rythme, plan rapproché, plan de moyen ensemble où on voit des vrais figurants qui sont rassemblés par centaines, et puis plan de très grand ensemble avec tous ces figurants démultipliés où on se dit mais cette image n'existe pas, c'est du vide. Et donc comme on est dans une surenchère et une variation de ces combats, mais qui finalement répondent toujours à un espèce de pattern de mise en scène qui devient très ennuyeux, le spectacle, il n'est pas tellement là. Et donc le film, il se définit plutôt par rapport à sa comparaison avec le précédent, par rapport à la comparaison avec le péplum, qui est le genre roi des années 50, qui est un genre de la démesure absolue, où pour le coup, il y avait des vrais figurants, et qui était un genre qui allait beaucoup dans l'homo-érotisme aussi. C'était une façon pour le cinéma hollywoodien dans son âge d'or, qui était très corseté par un code de censure, de montrer des hommes à moitié nus qui s'attrapaient et qui se confrontaient, et de montrer une espèce de pulsion de désir qui était rendue acceptable par la violence, mais qui était quand même une façon de montrer des hommes ensemble. Là, le film ne prend pas du tout cette voie-là, ça ne l'intéresse pas tellement. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime le plus dans le film, c'est Paul Mescal et le fait qu'on sent que c'est un petit Irlandais qui vient du cinéma d'auteur, qui a été découvert avec la série Normal People. Ouais. Qu'on a vu aussi dans After Sun, un film qui a été découvert à la Semaine de la Critique, qui a eu un très grand succès, mais qui est vraiment un petit film d'auteur. Et là, moi, je vois sans arrêt les coulisses du film et je me dis, mais comment il va s'en sortir, ce petit Irlandais? Comment il va faire face à toute cette énormité de scènes? Et donc, je trouve que l'intérêt du film réside là-dedans, quoi, dans son hors cadre, dans ses coulisses. Adrien Desnouettes, Paul Mescal, c'est Non, pas une réussite non, pour ouais, vous? on va entrer en désaccord avec Raphaël, ça arrive. Hein. Ça y est. Oui, non, moi j'ai précisément un gros déficit d'incarnation à l'endroit de Paul Mescal. Et pour moi, c'est pas que la faute de Paul Mescal, hein, c'est vraiment Paul Mescal qui est pris dans un scénario qui complexifie, comme le disait Raphaël, ça surenchérit de partout. Et donc, ça surenchérit aussi sur le plan de l'intrigue. Et là où la dimension un peu plus intrigue, un peu plus complotiste, politicienne n'existait pas, en fait, elle finit par noyer aussi probablement la possibilité pour Paul Mescal d'incarner ce que Maximus et Russell Crowe incarnaient dans le premier. C'est-à-dire qu'il y avait un travail presque de portraitiste qui était beaucoup plus attentif dans le premier. C'est-à-dire que Russell Crowe, il y avait une cristallisation, quoi. On avait tous découvert, c'était la révélation de Russell Crowe. Je pense que Paul Mescal, là-dessus je serais d'accord avec Raphaël, aurait pu, en fait, il y avait le potentiel, c'est un acteur intéressant et tout, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait Ridley Scott, qui, il faut le rappeler quand même, je le traitais mais avec beaucoup de bienveillance, hein, d'auteur académique. Mais académisme au sens aussi positif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a révélé énormément d'acteurs, qui a révélé énormément de corps anormaux, qui sont presque de monstres, quoi. Sigourney Weaver dans Alien, c'est celui qui révèle Brad Pitt dans Thelma et Louise, c'est celui qui révèle Russell Crowe. Là, il me manque ça, il me manque ce moment où il cristallise sur son acteur principal. Le problème, c'est qu'il s'en remet un peu vite,
et il a raison de le faire parce que l'acteur est extrêmement talentueux, à Denzel Washington, qui est vraiment la valeur ajoutée pour moi de jeu à ce film. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les acteurs, à force de regarder Denzel Washington si bien joué, si bien travaillé, si bien pour moi sauver le film sur le plan de l'interprétation, je me suis dit qu'en fait il aurait fait un formidable Maximus dans le premier, Denzel Washington. Parce qu'en fait si on avait vraiment été fidèle à l'esprit de cette histoire, qui est en fait une modernisation, comme le disait Raphaël, des conventions du genre, en fait c'est l'histoire d'un personnage qui émane du peuple, qui est admiré pour ses qualités athlétiques certes, mais qui reflète des qualités morales et qui vient sauver la démocratie de ses corrupteurs. En fait, ce qu'il aurait fallu en 2000, c'est que ce personnage soit un personnage de noir. C'est-à-dire que ça aurait dû être le Mohamed Ali, comme je le disais tout à l'heure, que Mohamed Ali avait vraiment été à l'époque des droits civiques. Et là, j'ai eu un petit regret. Je me suis dit, bon d'accord, Denzel Washington sauve le truc, mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher, puisqu'on parle de l'académisme hollywoodien et voilà, des icônes qu'on continue de fabriquer, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce regret en me disant, peut-être qu'on avait raté le coche ici. Mais est-ce qu'on reconnaît Ridley Scott dans ce... Bien sûr, Ouais. bien sûr qu'on reconnaît Ridley Scott, néanmoins, à souligner quand même, que Ridley Scott est pas, il a 86 ans, mais il a pas du tout perdu de son savoir-faire. Et d'ailleurs, je trouve le film, je suis d'accord avec Raphaël, il finit par m'ennuyer, mais il est quand même assez virtuose. Et j'ai quand même un grand regret, je n'ai pas de très grandes scènes comme j'en avais dans le dernier duel, par exemple, il y a 4 ans, où la scène de fin, qui était déjà en fait une scène de gladiateur, où 2 chevaliers s'affrontaient, et c'était vraiment un des plus beaux combats d'arène qu'on ait vu, mais même de l'histoire du cinéma. Elle est incroyable, cette scène. Je regrette aussi la très très belle scène d'attaque sur le lac gelé de, je crois que c'est Austerlitz, dans le Napoléon, qui était vraiment virtuose aussi. Il me manque quand même ce grand moment de cinéma que le film prétend faire à plein d'endroits, mais finit par diluer, en fait. Il a tellement de scènes qui aspirent à être la grande scène que finalement, elle n'arrive jamais. Et Denzel Washington, qu'est-ce qu'il incarne dans ce film? Ah, il incarne le grand méchant, hein. Et c'est une figure vraiment queer. Et il est assez drôle. C'est vraiment la cruauté, le complot. Voilà. Donc c'est vraiment la figure la plus intéressante du film, effectivement. Et il fait face à 2 empereurs, Caracalla et son frère, qui sont vraiment des sales gosses, quoi, des enfants gâtés. Il y avait déjà cette idée-là dans Napoléon, que Napoléon, on le voyait dans ses grandes batailles, et puis il rentrait chez lui et il pleurnichait sur Joséphine. Et il y a cette idée-là, depuis plusieurs films chez Ridley Scott, que le pouvoir est incarné par des enfants gâtés, quoi, qui trépignent, qui font des caprices. Donc cette idée-là, elle va pas très loin. Et c'est vrai que le personnage de Denzel Washington incarne quelque chose de plus sombre, de plus profond. Et dans l'image aussi, dans le premier Gladiator, il y avait quelque chose de très sensuel dans la lumière, dans les plans, que là, on perd totalement. Et à cause, encore une fois, je pense, de cet usage du numérique, où on sent la reconstitution en permanence et où il y a une froideur. Et même dans les personnages, dans leur confrontation, il y a quelque chose de beaucoup plus brutal, de beaucoup plus violent, et qui fait qu'on n'est pas du tout dans un drame shakespearien où il y aurait des sentiments profonds, où on irait vers les profondeurs de l'âme. On est vraiment là dans on se bagarre et c'est tout, quoi. Et j'ai une question pour finir. Les femmes, elles sont où dans ce film? Eh ben, elles sont très très vite évacuées. Ce qui est assez étonnant parce qu'en fait, Ridley Scott travaille depuis quelques films en fait à déconstruire ses propres mythes et son propre regard, évidemment percuté par MeToo et tout ça. Il y a une vraie remise en question dans le cinéma de Ridley Scott. Dans le dernier duel, c'était. Le dernier duel, c'est même carrément du point de vue de plusieurs points de vue, et celui à qui il donne raison, c'est évidemment le point de vue féminin. Et Napoléon, Raphaël a complètement raison de citer Napoléon, parce que c'était l'idée de rabaisser là encore un tyran, mais à l'aune de son amour presque irrationnel pour Joséphine. À chaque fois qu'une bataille réussie, c'était un moment, une passe plutôt positive dans sa vie intime. Et c'était une façon de rapetisser à hauteur humaine, à hauteur d'homme, le très très grand tyran, le dernier très très grand tyran européen. Enfin, en tout cas, pardon, pas le dernier, mais l'un des grands tyrans européens. C'était vraiment voilà, c'est ça. Et là, la femme est enfin, il y a un personnage de femme qui en fait vient alimenter et justifier la vengeance du personnage principal, mais qui est évacué très très vite. Donc c'est un peu étonnant parce qu'on est à la fois dans la droite ligne d'Eric Ridley Scott, c'est-à-dire voilà, le blockbuster à l'air MeToo, on déconstruit, on féminise et tout, ce qui marchait plutôt bien. Une fois encore, le dernier duel, c'est vachement bien. Et là, étonnamment, non, c'est assez vite évacué au profit d'un portrait de décadence très très masculine, en tout cas très masculo-centré. Et donc c'était Gladiator 2 de Ridley Scott.